Épisode numéro 83 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tout le monde. Merci d'être à l'écoute pour ceux qui nous écoutent en live vendredi soir à 20h sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Évidemment, pour les séries éliminatoires, vous comprendrez qu'on s'adapte un peu à l'horaire des séries. Ça aurait été un peu illogique de conserver la case du mercredi alors qu'il y avait juste un match de compléter et qu'il y avait d'autres matchs qui se jouaient dans d'autres séries. Donc, nous voilà donc le vendredi soir avec à nos côtés Pascal Harvey qui nous rejoint. Pascal, merci beaucoup d'être là cette semaine. Ça fait plaisir. Si vous avez vu le changement de décor, c'est que je suis dans nos bureaux à Toronto actuellement là, pour Passion MLB dégager du budget pour que je sois là-bas. Mais c'est une blague. C'est une blague. Merci de m'accueillir, les gars, pour ce show spécial. Pascal, il fait un work from dome, là, comme la promotion des Et Sébastien Berroir qui est là, comme à l'habitude, à mes côtés. Sébastien, comment vas-tu? Ça va bien. Ça a failli mal aller, mais ça va bien. Sur une échelle, mettons, de 1 à Cam Schlittler, là, comment ça va? Très, très Cam Schlittler. Oui, c'est ça. Écoute, faut qu'on commence par parler de ça. On va parler on va revenir brièvement sur Yankees Red Sox pour mener à la série éventuellement le Yankees Blue Jays. Les Yankees, Sébastien, c'est devenu la première équipe en 4 ans dans le format wildcard à perdre le premier match d'une série 2-3 et à finalement gagner la série. Il y a eu 5 équipes qui ont poussé sur 16 à la date limite et les 4 autres qui avaient gagné, c'est le gagnant du premier match qui avait gagné. Donc, les Yankees qui marquent un peu l'histoire à ce niveau-là. Une très jeune histoire, petit échantillon parce que le format existe depuis 2022. Mais clairement, on peut dire merci à Cam Schlittler du côté des Yankees. Je pensais que ça allait être dur de déloger ce que Tarik Skubal a fait, ce que Capitaine Crochet a fait, mais tabarouette. C'est incroyable, tu sais, puis d'un jeune de 24 ans comme ça, avec, tu sais, sur la plus grosse scène du baseball majeur, avec toute la pression, au Yankee Stadium, oui, il affrontait un autre jeune d'à peu près le même âge, je pense qu'il y a 1 an de moins, mais il y avait quand même toute une pression sur lui, puis il n'a absolument rien donné aux frappeurs des Red Sox. Les frappeurs des Sox ont été endormis tout au long de la rencontre, ne savaient pas comment négocier avec la vélocité de la balle rapide de Schlittler. Vraiment, là, ça a été un joyau qui nous a donné. C'est sa meilleure performance en carrière, puis il le fait au plus grand des moments. Pascal, d'ailleurs, il y a Jean-Michel qui fait dire qu'on dirait que tu es dans un bureau de sous-ministre. Presque. Pascal, toi, cette série-là, qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce que tu retiens que, on voit les Red Sox, ils ont du millage encore à aller chercher quand même. Ils viennent de se qualifier en série pour la première fois depuis quelques années. C'est un club. Écoute, on n'a pas dit le mot reconstruction à Boston. Dans les faits, quand tu regardes la définition d'une reconstruction, puis tu regardes qu'est-ce que les Red Sox ont fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé quand même. Là, on est au sortir de cette reconstruction-là. C'est un bon premier pas, un peu comme on le disait pour les Canadiens. Dans le fond, tu finis par te qualifier en série. Oui, tu vas te faire planter ultimement durant les séries, mais tu vas chercher du bagage. Tu sais, les Jarren Duran, on pourrait t'en nommer 15 là, des jeunes recrues comme ça qui ont appris là, au cours des derniers jours. Mais, les Red Sox n'auraient pas fait les séries cette saison, puis personne n'aurait été déçu, je pense. Fait que là, ils sont rentrés par la petite porte. En affrontant les Yankees, là, tu as un club qui est un peu immature versus un club qui commence à être pas mal mature. Les Yankees, tu as 2 gérants qui ont du millage, mais tu as un gérant qui a peut-être un petit peu plus de millage en série qui est Aaron Boone. Ça fait la différence. Puis pour revenir sur Cam Schlittler, moi, là, l'avenir du baseball majeur en fonction des jeunes lanceurs, c'est tellement rose. Là. De voir la qualité de jeunes bras, c'est des joueurs c'est pas des joueurs qui lancent à 91 000 à l'heure. C'est des joueurs qui la poussent. Puis là, on se dit toujours, ils sont à un lancer de se défaire le bras finalement, mais non. Je veux dire, puis la tête, tout se passe entre les 2 oreilles pour les lanceurs. Ça fait que moi, ce que je retiens de cette série-là, évidemment, c'est la rivalité. C'est le fait qu'il y a une équipe qui était plus mature, qui était plus en moyen de gagner cette série-là. Mais ils sont quand même revenus de l'arrière, les Yankees, hein, vous venez de le dire. Quand tu perds le premier match, 1, 2, 3, là, la marge d'erreur est nulle. Là. Ça fait que ça prend de l'expérience pour passer à travers tout ça. Fait que les Yankees vont rentrer à la prochaine série avec une bonne dose d'adrénaline, selon moi. Là.
puis il va avoir une bonne dose d'adrénaline, oui, comme tu le dis. Puis moi, Sébastien, ce qui m'a impressionné, c'est j'ai l'impression que Schlittler il a donné du gaz à ses coéquipiers. Ouais. Puis le jeu que je veux cibler, c'est Ryan McMahon. Je sais qu'il est là pour sa défensive, mais on s'entend-tu que personne qui aurait reproché « Ah, il ne s'est pas lancé dans le dugout des Red Sox initialement. » Personne n'aurait reproché. Il fait ce jeu-là. Sébastien, je ne suis pas dans sa tête. Mais d'après moi, ce qui s'est dit, c'est moi, je veux que ce kid-là finisse la 8e manche parce qu'il le mérite. Et s'il lance trop de tirs, on va finir par le débarquer. Je vais m'assurer d'aller chercher le retrait. Je suis persuadé que c'est ce que le joueur de 3e but s'est dit, puis ça a donné un jeu spectaculaire. Et selon moi, comme je te dis, c'est basé, ça repose sur le fait que Schlittler a donné tellement d'énergie à ses coéquipiers qu'ils se sont dit, mon Dieu, on va aller la chercher pour lui. Ben oui, à sa façon, c'est devenu un leader. Même si c'est un jeune joueur, il a rallié toute l'équipe. Tout le monde voulait jouer derrière Schlittler parce qu'il était tellement en confiance, il était tellement dominant. Puis de le faire à un si jeune âge, tu te dis, c'est pas vrai que je vais laisser le kid tout seul sur la butte puis qu'il s'arrange. Là. Non, je vais tout donner moi aussi. Puis oui, un joueur comme McMahon est reconnu pour sa défensive. Mais de faire ce genre de jeu-là à la Derek Jeter qui plonge dans les estrades, là, il a plongé dans l'abri. C'est des grands moments comme ça qui, tu sais, dans l'équipe des Yankees, au moment où Jeter faisait ce genre de jeu-là, il y en avait des leaders, il y avait des lanceurs. On se ralliait derrière ces joueurs-là. C'est la même chose. Puis, c'est pas une question d'âge rendu là. Si tu as l'étoffe d'un Schlittler, si tu es dominant, bien, nécessairement, les joueurs derrière toi vont se rallier. Puis, on le sait, là, les Yankees, c'était pas nécessairement une bonne formation en défensive cette année, mais ça crée ce genre de jeu-là parce qu'on est encore plus focus, on est encore plus dans la game, on veut encore plus en donner pour notre lanceur. Puis avec le résultat qu'on connaît. Puis on parle de Schlittler, mais il faut quand même souligner le travail de Conley Early chez les Red Sox. Oui, il a connu une mauvaise manche, mais on s'entend qu'il n'a pas été aidé par sa défensive. Mais quand même, pour un premier départ en séries éliminatoires, il est arrivé seulement dans le baseball majeur le 9 septembre dernier. Là. Puis c'est à lui que revenait la lourde tâche d'essayer d'éliminer les Yankees de New York au Yankee Stadium. À New York. À New York, c'est ça. Il a quand même très bien fait dans les circonstances. Moi, ce que je retiens un point aussi, Charles et Sébastien, c'est que durant cette série-là, on a mis de côté les distractions de la saison régulière, les faiblesses en défensive, Anthony Volpe, Jazz Chisholm, qui étaient devenus des distractions pour l'équipe. Ouais. On dirait que dans la série contre les Red Sox, ça a passé sous silence, sous le radar. Il n'y a pas eu de distraction. Les deux joueurs ont quand même bien performé. Chisholm, de mémoire, n'a pas joué le premier match, là, mais il aurait pu en faire encore tout un plat. Ça n'a pas été le cas. Il a joué pour l'équipe. C'est sacrifié malgré qu'il y a eu il est toujours bon en entrevue en passant. Il est toujours distrayant. De dos. Voilà. Ça fait que moi, je retiens ça aussi. On a joué dans le momentum, on a joué dans le moment présent, on a été appuyé par notre foule. L'avantage du terrain est important dans leur cas. Ça fait que j'ai hâte de voir au tour suivant. Là. Ça va être intéressant. Mais c'est un très bon point parce que dans le deuxième match, là, Chisholm, vers la fin de la rencontre, vole un coup sûr. Si la balle perce l'avant-champ, probablement que les Yankees sont éliminés. Oui. En saison, peut-être qu'il ne fait pas ce jeu-là. Puis tu parles de Volpe aussi. Volpe, hier, a sauvé 2 fois Jazz Chisholm avec des beaux jeux défensifs. Donc, je ne dis pas que c'est parfait, mais on joue du meilleur baseball défensivement chez les Yankees. Puis ça part entre autres des partants. Là. Les 3 partants des Yankees ont donné de très bonnes performances dans ces matchs-là. Puis si les lanceurs partants forcent les frappeurs adverses à frapper au sol, à frapper des roulants à l'avant-champ, puis je pense que Charles, tu l'as écrit, les Blue Jays mettent la balle en jeu. Bien, inévitablement, il va falloir que la défensive des Yankees soit à son meilleur parce qu'ils vont en voir de la balle, là. Exactement. Il va falloir la tester, cette défensive-là. Là, ça, c'est sûr et certain. Hey, les gars, petit commentaire ici de Jean-Michel. On parlait de l'expérience que les jeunes ont été chercher. C'est sûr que si Roman Anthony avait été en mesure, on peut rajouter Marcelo Mayer, puis même à la limite Christian Campbell. Là, je sais que ça fait quelques mois qu'il est dans les mineurs, mais le Big Three n'aura pas eu l'expérience en série, mais il y a beaucoup de jeunes quand même là, qui en auront acquis. Ça veut donc dire que les Yankees passent et vont aller affronter les Blue Jays de Toronto. Donc, Sébastien, quel bon moment pour partir le bloc sur les Blue Jays. OK, Blue Jays, let's play ball.
Il y a Olivier qui nous dit ici, suis-je le seul qui croit que les Yankees auront facilement le dessus sur les Blue Jays? Benoît qui dit, je pense que ça va être plus facile que contre Toronto. C'est une série qui est polarisante, messieurs, parce qu'on parle des Yankees, on parle des Blue Jays, c'est deux des équipes les plus populaires au Québec. Pascal, avant tout, c'est la série que les gens attendaient. Parce qu'un Toronto-Boston, ça aurait été spécial aussi, évidemment. Ouais. Mais de la façon dont la saison régulière s'est passée, avec Vladimir Guerrero Jr. qui criait aux 4 secondes en début de carrière, qui haïssait les Yankees comme s'il était Ken Griffey Jr. Écoute, il y a de la pression des deux bords. Là. Aaron Judge, il ne veut pas se laisser battre par les Yankees, puis par les Blue Jays, puis Vladdy, il ne voudra pas se laisser battre par les Yankees non plus. Il y a beaucoup à perdre des deux côtés, je trouve. Ben oui, puis il y a une rivalité même au niveau du micro, parce qu'on a entendu des choses. On a vu Aaron Boone aussi, d'ailleurs, aujourd'hui, qui en a parlé. Effectivement. Puis, oui, c'est très polarisant comme série. Faut pas, puis tu le dis, Vladimir Guerrero, depuis le début de sa carrière, il ne dit pas qu'il ne jouera jamais à Boston. Fait qu'une série contre les Red Sox, ça n'aurait pas donné la même saveur. On le sait, quand on écrit des textes sur les Blue Jays, c'est toujours plus lu. Quand on écrit des textes sur les Yankees, c'est toujours plus lu. Écrire un texte sur les Astros, oui, c'est correct, là, c'est les Astros, mais on s'entend que ça ne soulève pas les passions. Là, on va avoir une série. On va avoir des matchs, on va avoir des textes à écrire par rapport à ça, on va entendre des commentaires. Tout le Canada est derrière les Blue Jays, je présume. C'est la seule équipe canadienne. Sauf Sébastien. Le seul Canadien. Hein? Le seul Canadien sur 30 quelques millions. Sébastien, c'est vraiment un phénomène unique. Oui. Mais que dire de plus que c'est assurément la série qui va retenir le plus l'attention avec celle entre les Phillies et les Dodgers. Puis, c'est du bonbon, là. C'est du bonbon. Puis les deux équipes ont été au nez à nez. Les Jays ont eu l'avantage de par leur fiche contre les Yankees cette saison. Fait que c'est un peu normal que les deux se retrouvent. C'est une rivalité de division. Fait qu'en série, c'est toujours le fun. Maintenant, ben, les lanceurs partants, c'est une autre paire de manches. Là. Je pense que c'est beaucoup là que ça va se décider. Là. C'est là exactement que je voulais amener Sébastien. Décortique-nous un peu la différence entre les deux équipes sur le monticule, et pas juste sur le monticule, mais le fait aussi que les Blue Jays peuvent aligner leur rotation, tandis que les Yankees vont commencer avec un lanceur numéro 4, qui forcément, moi j'ai l'impression qu'il est là un peu le secret pour les Blue Jays, c'est tu peux pas perdre l'avantage du terrain et l'avantage sur le monticule dans la même journée. Tu n'as pas le droit de perdre le match de demain si tu es les Blue Jays. T'sais. Ben c'est ça. Kevin Gausman n'a pas le droit de perdre. S'il fallait que Gausman échappe ce match-là, que les Jays se retrouvent du côté de la défaite, là, les Yankees recommencent avec leur rotation habituelle, soit Max Fried, Carlos Rodon, et on va voir Cam Schlittler s'il est capable de répéter ses exploits. Mais juste d'avoir Fried et Rodon, si tu as déjà remporté le premier match contre Shane Bieber, qui a été excellent, mais on ne sait pas ce qu'il va nous donner. Trey Savage, qui est très jeune, peut être explosif comme Schlitter l'a été, mais quand même, ça reste un match de séries éliminatoires, va faire face probablement à Carlos Rodon, qui a de l'expérience. Donc, le premier match entre les deux équipes est tellement important pour les Blue Jays. Tu dois donner le ton. Tu as ton meilleur lanceur sur la butte, contrairement aux Yankees. Puis, tu ne veux pas te retrouver, justement, comme tu l'as mentionné, à perdre l'avantage du terrain à ce moment-là. Puis, la série ne serait pas terminée si les Jays l'échappaient, mais ce serait très, très compliqué. Puis, il faut rappeler aussi que les Jays, on s'attend à ce que ce soit seulement des droitiers, ce qui avantage d'une certaine façon les Yankees, parce qu'on l'a vu, quand les Red Sox ont envoyé des gauchers, puis des excellents gauchers, surtout dans le cas de Garrett Crochet, on était un petit peu mêlés du côté des Yankees. On était mêlés dans l'alignement. On n'a pas fait jouer Jazz Chisholm, on n'a pas fait jouer Ben Rice. Donc, ça met de la pression sur les Yankees. Les Yankees sont de loin meilleurs contre les lanceurs droitiers parce qu'on a beaucoup de gauchers, à commencer par Trent Grisham qui donne le ton dans cet alignement offensif-là quand il affronte des droitiers. Donc, c'est probablement là que la série va jouer. Ça va être sur la butte. Puis raison de plus pour que Gausman gagne son match parce que sinon, ça va être très, très difficile. Pascal, du côté de la relève, évidemment, il y a pas Devin Williams, pardon, mais il y a Bednar depuis son arrivée avec les Yankees qui s'est installé dans le poste de numéro 1 qui fait très, très bien.
Chez les Blue Jays, évidemment, Hoffman qui a énormément fait jaser tout au cours de la saison. Ça a été excellent pour lui au mois de septembre. Donc, voilà un peu de lueur d'espoir pour les partisans des Blue Jays. Comment tu vois les comités de releveurs et penses-tu, surtout dans le baseball de 2025 en série, que les gérants vont être excessivement impatients d'aller en relève? Bien, on est en deuxième ronde. Hein. Je pense que c'est là que la crème remonte à la surface. Puis moi, je suis convaincu que ni un ni l'autre des deux gérants va vouloir se rendre à son releveur, son closer. Là. Ils vont vouloir avoir un écart de points qui est assez suffisant pour ne pas les utiliser. Mais si tu n'utilises pas ton closer, il faut que tu utilises d'autres releveurs. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ni à New York, ni à Toronto au niveau de la relève. Les deux gérants encore là vont prier pour que leur lanceur partant dure le plus longtemps possible. Mais ça, c'est un couteau à deux tranchants parce qu'il s'agit d'un lancer de trop pour soit donner le momentum à l'autre équipe, soit perdre ton propre momentum à toi. Fait que, c'est vraiment là que la ligne est très, très mince. Puis c'est vraiment là qu'on détermine les bons gérants des gérants qui sont plus ordinaires. Fait que, est-ce que Boone peut avoir l'avantage sur Schneider à ce niveau-là? Ben, je pense que c'est une question qui va se vivre match après match. Puis c'est difficile de sceller l'issue de cette série-là en fonction des lanceurs de relève. Je pense que Sébastien vient de faire une belle analyse de ce qui se passe au niveau de la rotation des partants. Puis la relève, ça reste toujours un point d'interrogation. C'est toujours une boîte de Pandore que tu ouvres match après match quand il faut que tu ailles dans ton enclos des releveurs. Puis, non, j'allais juste dire, tu parles d'Aaron Boone, Pascal. Il va devoir apprendre du premier match contre les Red Sox aussi. Là. Il y avait un Max Fried en contrôle. Oui, il avait connu une mauvaise manche, mais il s'était repris la manche suivante. Il n'y avait personne sur les sentiers. Il y avait un retrait. On l'a sorti du match. On a embarqué Luke Weaver. Ça n'a pas bien été. Avec les deux enclos de relève, des Jays, des Yankees, je pense qu'il va falloir laisser les partants aller le plus loin possible parce qu'on n'est pas bien nantis. Peut-être à l'exception de Bednar, dans les deux enclos, là, s'il y a un gars à qui on a confiance, je pense que c'est Bednar. Il va falloir que les partants en donnent longtemps dans le match, puis il va falloir que les gérants laissent leurs partants longtemps en place parce qu'on risque de se retrouver dans le trouble. Luke Weaver, ça va pas bien du côté des Yankees. On a des releveurs chez les Jays, Louis Varland, Sir Anthony Dominguez. On ne sait pas ce qu'ils vont nous donner. C'est des points d'interrogation. C'est toujours des risqué, boîtes à surprise. Oui. Tandis que ton partant qui est déjà en contrôle, laisse-le sur la butte jusqu'à temps que, oui, s'il y a un coureur, si tu commences à sentir qu'il se fait frapper solidement, oui, tu peux le changer. Mais quand il est en contrôle, il va falloir laisser les chiffres de côté. Dans les 4 équipes qui ont obtenu un laissez-passer pour les séries de division, on a vu les mercredis et les jeudis principalement les équipes tenir des espèces de matchs simulés pour essayer de se garder un peu dedans. Sébastien, moi, ce qui m'a marqué définitivement de ce qui s'est passé à Toronto, c'est que normalement, c'est juste pour que les gars se tiennent en forme un peu puis se délussent le bras, etc. Max Scherzer a lancé 5 manches. Ça, là, ça crie « j'ai pas besoin de toi ». Oui, il y en a qui le voient en disant ben écoute, peut-être que Max Scherzer, au contraire, on veut l'avoir pour le match numéro 4, donc on lui a donné l'équivalent d'un vrai départ pour l'avoir plus loin dans la série. Moi, j'ai de la difficulté à croire que tu vas vers Max Scherzer en 2025 avec le mois d'août et le mois de septembre qu'il a connu. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. J'ai vraiment l'impression qu'on l'a brûlé parce qu'on ne veut pas l'utiliser. Parce que, tu sais, si on avait voulu utiliser ce gars-là en relève, on n'y aurait pas fait lancer 5 manches jeudi pour un match qui arrive samedi. Pour moi, ça crie, on n'a pas besoin de toi, Max Scherzer. C'est quoi ta lecture de la situation? J'ai la même, puis avec raison. Max Scherzer peut pas, présentement, il ne peut pas débuter un match de séries éliminatoires, je suis désolé. Non. Puis dans l'enclos de relève, on n'en a pas besoin non plus. Est-ce que ça veut dire que Chris Bassitt va être disponible pour cette série, peut-être? Ce qui serait une meilleure nouvelle pour les Jays. Mais moi, ce qui ne me rentre pas dans la tête, c'est qu'Eric Lauer ne débute pas un match pour les Jays. Ce n'est pas encore confirmé, là, mais on dirait qu'on ne s'en va pas dans cette... Voilà, exactement. Oui, il pourrait avoir un rôle important, un gaucher contre les Yankees, puis tu ne l'envoies pas. Je ne comprends pas vraiment cette stratégie-là de John Schneider puis de l'organisation des Jays. Tu as l'occasion de faire mal aux Yankees avec un lanceur qui, je ne sais pas pour vous les gars, mais est-ce que c'est le meilleur lanceur des Jays cette année? Pour moi, oui. Kevin Gausman a connu... plus régulier. Oui, c'est ça. Kevin Gausman a connu des passages à vide là, cette saison. Eric Lauer, tout au long de la campagne, a été solide,
a tenu le fort quand ça allait moins bien. Puis là, on dirait que depuis le mois de septembre, on n'en veut plus d'Eric Lauer. Ça a été le premier à s'en aller dans l'enclos de relève, alors que ça aurait dû être José Berrios. Puis là, présentement, on va pas mal se passer de toi comme partant, mon Eric. C'est fou comment ce gars-là. Tu sais, évidemment, il y a un moins gros nom, il y a un moins gros contrat que tous les autres. On comprend cette réalité-là, mais il ne méritait pas d'écoper. Donc, Non. je trouve ça spécial. Mathieu nous dit qu'ils vont finir par faire starter Louise Varland. C'est pas impossible. Qui start, non, mais c'est pas impossible, puisque je veux dire qu'il y a un gros rôle. Puis je pense que dans le futur, on va peut-être en faire un partant chez les Blue Jays. Là, ça a été évoqué à la date limite, mais je pense qu'il peut avoir un rôle important. Puis tu disais, il n'y a pas beaucoup de releveurs que je fais confiance. Il y a Bednar. Moi, je pense que Louise Varland, là, il est en train de trouver son groove un peu à Toronto. J'exclus pas qu'il y ait un rôle quand même assez important. Mais si tu fais débuter un match par Louis Varland, pourquoi tu ne mets pas Eric Lauer? Non, ça, je suis d'accord. Non, mais moi, ça me dépasse. Là. Oui, on pourrait y aller avec un bullpen day, mais tu n'as pas besoin de bullpen day si tu mets Eric Lauer. Le bullpen day, ça peut être avec Eric Lauer. Avec Lauer. Oui, mais il a été partant. Pour moi, c'est même pas un bullpen day. Mais je comprends ton point, là, mais c'est ça, tu n'en as même pas besoin. Les Dodgers l'ont fait l'année passée en série parce qu'il manquait d'effectifs, il manquait de bras, mais à Toronto, pour le moment, on a des bras. Mais il s'agit juste de savoir lequel mettre à la bonne place au bon moment. Puis moi, je suis d'accord avec vous, Scherzer, il a manqué de gaz là, à la fin de la saison. Puis tu lui fais lancer 5 manches en considérant son état de santé. Oui, je pense que effectivement, on n'a pas besoin de toi. C'est le signal. Puis tu sais, si les Dodgers ont pu laisser pendant la série Wildcard Clayton Kershaw de côté, oui, il a lancé le dimanche, mais il n'était pas obligé de lancer le dimanche parce que les Dodgers étaient assurés de leur rang. Là, il va être en relève pour la série de division, puis il a été bon dans le dernier stretch de la saison, Kershaw. Donc, si tu peux laisser Kershaw de côté, tu peux définitivement laisser Scherzer, qui n'a pas beaucoup d'historique avec les Blue Jays et qui n'a pas les performances de son camarade en 2025. Pascal, on a une question ici de Mario Brisson, à qui je dis bonjour et qui est probablement à côté de mon père présentement. Je me demande si c'est pas mon père qui a écrit cette question-là d'ailleurs. Je le soupçonne un peu. Hein? Je le soupçonne un peu, les deux Mario. Pascal, Mario nous dit, je crois que Guerrero va surpasser Judge dans cette série. La question est intéressante parce que c'est deux joueurs vedettes, évidemment, les deux visages de leur franchise et deux joueurs qui ont une historique disons, compliqué en séries éliminatoires. Deux joueurs qui pourraient définitivement avoir avantage à se lever et à connaître des grosses séries 2025 pour essayer de nettoyer leur nom un peu. Ben, tout le monde le souhaite, là, je pense, sauf Sébastien, que Guerrero surpasse Judge, mais c'est une blague. Mais il y en a un qui a l'habitude de s'endormir avec son bâton dans les mains, puis l'autre, il s'endort au deuxième but. Ça fait que, dans un cas comme dans l'autre, les deux ont tendance à dormir. Mais honnêtement, si les deux performent à la hauteur de leur talent, ça va être toute une série de baseball. Puis Guerrero, il n'a pas le choix de performer parce que Bichette, on comprend que, je pense qu'il ne sera pas là. Il faut se rendre à l'évidence, à moins d'une surprise majeure. Mais si Bichette n'est pas là, le bâton le plus sûr avec celui de Springer, c'est Guerrero. Puis là, Guerrero, il a signé un contrat record pour la concession. Il faut qu'il joue comme un joueur qui a un contrat aussi lourd que ça. Puis c'est pas au mois de mai, c'est pas au mois de juin, c'est pas au mois de juillet que tu dois faire la différence quand tu as un gros contrat. C'est là. C'est au mois d'octobre. C'est là que l'équipe te donne un gros contrat parce que tu es capable de faire la différence au mois d'octobre et non au mois de mai. C'est la même affaire pour Judge. Judge, il a eu beaucoup les réflecteurs sur lui l'an passé. Mais dans les deux cas, ils ont encore des preuves à faire, même si c'est des joueurs de concession, même si c'est des joueurs qui sont hyper spectaculaires, puis c'est des joueurs qui sont complets. Ben, ils ont encore des choses à prouver. Mais moi, je le dis, je le répète, si ces deux joueurs-là performent, c'est pour le bénéfice des spectateurs, c'est pour le bénéfice des téléspectateurs, peu importe. Les gens vont en avoir pour leur argent. S'il y a un des deux qui performe moins, ben, ça va donner l'avantage à l'autre club. On a une question un peu dans le même esprit. Est-ce que Guerrero va être le seul à porter l'équipe sur ses épaules ou il est trop inexpérimenté? Il y en a un qui a de l'expérience en masse.
il a triché pour avoir sa bague, mais il a de l'expérience en masse quand même. Il sait comment gagner en série, c'est George Springer. George Springer qui connaît la saison de sa carrière, ou du moins sa meilleure saison depuis qu'il est avec les Blue Jays, alors que son contrat avait été signé, les gars, pour qu'il performe en première moitié, et que la deuxième moitié soit un peu l'équivalent d'un mal nécessaire. Finalement, ça va super bien pour lui cette année. Je pense que c'est lui qui va aider à tirer le club vers le haut aussi. Il y a quelques gars, en fait, là, qui pourraient aider, mais le nom de George Springer là, moi, me vient en tête là, assez rapidement. Mais je pense que c'est là que ça va jouer. Tu sais, moi, je pense que comme Mario de tantôt, Guerrero va être supérieur à Judge. Je n'ai pas été impressionné par Aaron Judge en série wildcard. Oui, ça a été mieux que l'an dernier, mais c'était pas impressionnant. Vladimir frappe très bien au Yankee Stadium. Je pense que ça va se poursuivre. Mais c'est après. Qui va être supérieur à Cody Bellinger? Qui va être supérieur à Giancarlo Stanton? Qui va être supérieur à Trent Grisham? C'est là que ça va jouer. C'est là que George Springer va avoir son importance. C'est là que la perte de Bo Bichette va faire mal. Mais il va falloir que les autres joueurs des Jays, parce que même si Vladimir est supérieur à Aaron Judge, je ne suis pas sûr que c'est suffisant pour que les Blue Jays battent les Yankees. Ça va prendre les autres joueurs de cette formation-là qui se lèvent et qui sont meilleurs que les joueurs des Yankees. Alejandro Kirk, entre autres. Oui, exact. Assurément. Messieurs, c'est l'heure de se mouiller dans le dossier Blue Jays contre Yankees. Je ne sais pas si vous avez vos prédictions à portée de main. Sébastien, de ton côté, quelle équipe, en combien, pourquoi, comment, de quelle façon seras-tu content du résultat? Ben pour l'équipe, je pense que vous vous en doutez, mais c'est une question, on en a parlé. Je pense que ça va jouer sur la butte. Je pense qu'on a un manque de profondeur, autant dans la rotation que dans l'enclos de relève du côté des Jays, puis ça risque de nous faire mal. On fait bien les choses. On joue bien au baseball du côté des Jays. Maintenant, on court mieux les sentiers. On place la balle en jeu. Ça va mettre de la pression sur la défensive. Mais quand même, j'ai l'impression que la puissance des Yankees, surtout contre des lanceurs droitiers, va faire la différence dans cette série-là. Puis, rotation pour rotation, il faut donner un avantage aux Yankees. Si on dit que les enclos de relève sont égaux, au final, j'ai l'impression que les Yankees vont remporter cette série-là en 4 matchs. Pascal, même question. Je ne me ferai pas d'amis. Je vais être le deuxième Canadien à m'inscrire du côté des Yankees. Moi, je vois les Yankees l'emporter en 5. Pour les mêmes raisons que Sébastien a mentionné, l'enclos, les partants. Les partants sont plus hauts actuellement, mieux diversifiés, peu importe, moins de points d'interrogation. Moi, j'ai comme l'impression que Judge va avoir une posture supérieure à celle de Guerrero. Il y a plus d'expérience, il y a un potentiel de prendre l'équipe sur ses épaules, pas juste physiquement, là, ce gars-là, c'est un monstre, mais au niveau de l'attitude. Guerrero, c'est encore quelqu'un qui essaye de trouver son style, qui essaye de trouver sa posture dans le baseball majeur. Oui, c'est un superstar, mais moi, j'ai l'impression que Judge va avoir une petite coche au-dessus de Guerrero, puis ça va faire la différence également. Donc, les Yankees en 5. Moi, j'y vais avec les Blue Jays, mais je ne serais définitivement pas étonné que les Yankees remportent cette série-là. Je pense que ça va se rendre loin jusqu'en 5. Ce qui me fait pencher en faveur des Blue Jays, c'est que je crois que les Red Sox n'ont pas challengé assez les Yankees parce que c'est une équipe qui est inexpérimentée, mais c'est une équipe qui ne plaçait pas beaucoup la balle en jeu. Les Yankees, en fait, je ne suis pas sûr que les Blue Jays vont battre les Yankees. Je pense que les Yankees vont se battre eux-mêmes. Parce que les Blue Jays, c'est une équipe qui se fait très, très, très peu retirer sur des prises. C'est une équipe qui joue le baseball de la bonne façon. Défensivement, c'est presque impossible d'épingler cette formation-là parce qu'elle joue trop bien. Puis je pense que ce ne sera pas le cas des Yankees. Les erreurs vont ressortir. On a vu que les Blue Jays ont eu du succès contre les Yankees cette année. Je sais que c'était une formation différente, mais la série du mois de juillet a été épouvantable et ça doit laisser des traces quand même. L'avantage du terrain peut faire aussi une certaine différence avec une défensive plus chancelante. On l'a vu hier, les voltigeurs des Red Sox qui ont dit qu'ils ne s'entendaient pas pour communiquer entre eux parce que les partisans criaient trop fort. À Toronto, ça peut crier plus fort, surtout si le toit est fermé. Donc, je pense que la défensive pourrait en arracher à ce niveau-là. Je pense que les lanceurs pourraient avoir de la difficulté à entendre leur pitch comme la rotation est placée du côté des Blue Jays. Donc, moi, j'ai l'impression que ces aspects-là vont jouer en faveur des Blue Jays et que ça peut se rendre jusqu'à la limite. Mais écoute, ça va être une série définitivement
je pense que pour le monde du baseball en général, je veux que ça se rende en 5 parce que je veux que ces deux équipes-là se rendent à un match ultime comme on a eu droit avec les Red Sox et les Yankees. Et je veux voir aussi les gérants, comment ils vont sortir de ça, parce que la question est bonne de Jean-François, qui va être le meilleur entre Boone et Schneider? Les deux ont une historique de décisions douteuses, on va le dire comme ça. Donc, non, je pense qu'on va avoir droit à une excellente série entre les deux équipes. C'est qui va être le moins pire, selon moi. Oui, c'est ça, Entre exactement. Boone et Schneider, là, c'est pas qui va être le meilleur, c'est qui va être le moins pire. Exactement. Je vois beaucoup de New York là, dans les commentaires, donc messieurs, vous n'êtes définitivement pas les seuls. Ça va être demain à partir de 4h, Louis Seal qui va affronter Kevin Gausman. Ça va être une série super intéressante et évidemment, on vous invite à suivre ça sur Passion MLB parce qu'on va s'assurer de couvrir cette série-là en profondeur. Sébastien, ça fait le tour de cette série-là, donc on va aller voir ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. On reste dans la Ligue américaine. Les Guardians et les Tigers se sont affrontés. Si vous vous demandez qui a gagné, vous avez juste à aller voir les prédictions de Sébastien de lundi. Et s'il l'a prédit, c'est que c'est exactement le cas. Sébastien, 4-4, non seulement pour les équipes, mais pour le nombre de matchs. Donc, de la part d'un gars qui manque toutes ses prédictions, je vais te demander ton secret. Mais je ne sais pas. Je sais non, pas. c'est ça. Écoute, Tarik Skubal a été complètement fou. Comme je l'ai dit au début, on ne pensait pas que ça pourrait être topé, cette performance-là. Finalement, on peut se demander si Crochet ou Schlittler n'a pas été meilleur dans les circonstances ou quoi que ce soit. Mais Tarik Skubal, le premier match des séries, et il va te péter 14 retraits sur des prises. C'est pour ça que les Tigers sont passés aujourd'hui, là, parce que sans cette performance-là, peut-être que les Tigers se font tout simplement balayer. Exact. Tu n'as pas le choix de gagner ton départ. Chez les Tigers, tu n'as pas le choix de gagner ton départ avec Tarik Skubal sur la butte. C'est nécessaire. Ça va être la même chose dans leur série contre les Mariners. Si tu vas avoir une simple chance de gagner cette série-là, tu dois gagner ton match avec Tarik Skubal sur la butte. Ils l'ont fait contre les Guardians. On l'a mentionné tantôt, les formations qui remportent le premier match d'une série wildcard 2-3, ça te donne quand même un certain avantage, même si les Yankees ont renversé la vapeur. Ça a été le cas pour les Tigers. Oui, on a perdu le deuxième match, mais on avait déjà une victoire d'engranger. Puis on a complété le travail. Oui, Skubal a été vraiment, mais vraiment dominant. C'est dans la même catégorie que Capitaine Crochet que Schlittler. Mais quand même, il faut souligner que le reste de ce corps de lanceurs-là, dans les autres matchs, ont quand même fait le travail chez les Tigers, ce qu'on doutait. Il fallait que ça arrive, il fallait qu'il y ait un lanceur qui se lève, il fallait que les releveurs se lèvent également, et ils l'ont fait. Puis on a frappé au bon moment dans ce match ultime-là. Donc, ce ne sera pas facile contre les Mariners, mais quand même, les Tigers, après un effondrement historique, on a réussi à changer le vent de côté. Donc, c'est tout à leur honneur. Puis, encore une fois, je pense que AJ Hinch a un rôle à jouer dans cette victoire. Pascal, moi, quand j'ai regardé cette série-là, évidemment, les Guardians n'ont pas passé cette année, mais j'ai pensé à toi parce que je sais que Kate Smith est un releveur que tu affectionnes particulièrement. On l'a un peu collectivement découvert en série l'an passé. Et l'an passé, évidemment, il était en 8e manche parce qu'il y avait un certain Emmanuel Classé qui était là. Et là, dans les circonstances qu'on connaît, Cleveland qui arrive à se qualifier avec la remontée historique, malgré le fait que Classé et puis là, Luis Ortiz aussi, là, deux lanceurs qui ont été épinglés dans un scandale de gambling. Et là, il prend ce rôle-là de releveur numéro 1. Et encore une fois, son gérant Steven Vogt qui n'a pas eu peur de l'utiliser. Beau talent, hein, quand même, ce gars-là. Moi, il m'impressionne vraiment. Pas juste parce que c'est un Canadien, là, mais il m'impressionne dans tous les sens. Puis moi, j'étais convaincu que, scandale ou pas scandale, il aurait fini par prendre la place d'Emmanuel Classé. Ouais. Puis c'est correct, là, c'est bien pour le baseball. Moi, je reviens sur Tarik Skubal. Est-ce que c'est le jour de la marmotte? Parce qu'il me semble que l'année passée en série, on avait dit exactement la même chose. Oui. Il faut que Skubal vole le premier match pour permettre aux Tigers d'aller plus loin. On dit la même affaire cette année. Il me semble qu'on va se répéter l'année prochaine aussi. Il va falloir qu'à un moment donné, les Tigers entourent mieux Skubal pour ne pas dire c'est notre seule chance de gagner. Parce que si tu veux gagner la Série mondiale un jour, tu ne peux pas la faire. Tu ne peux pas gagner la Série mondiale avec un lanceur. Puis oui, Sébastien, les autres ont bien fait. La preuve, c'est qu'ils ont remporté la série. Mais Kate Smith,
Skubal, je pense que c'est l'apanage des séries à venir entre les Guardians et les Tigers. On va en parler encore longtemps. Moi, je suis dans le pétrin parce que dans les prédictions de début, j'avais mis Cleveland en série mondiale. Ça fait que là, moi, je suis totalement... mon château de cartes s'est effondré, mais c'est pas grave. Je garde quand même espoir pour la suite. Mais... c'était une rivalité intra-division. C'est deux équipes qui se sont battues avec quand même beaucoup de matchs d'écart. Là, Cleveland a renversé la vapeur. Mais ça a été quand même une belle série. Ça a été des bons matchs. Puis moi, je demeure persuadé que Kate Smith va être un des bons releveurs du baseball majeur encore pour plusieurs saisons. Puis vous avez raison de parler de l'importance de Skubal. Puis d'après moi, la sortie qu'il y a eu, non seulement lui a fait gagner quelques millions de dollars sur son prochain contrat, dis-moi Sébastien si je me trompe, c'est dans 1 an qu'il va devenir un agent libre. Et premièrement, son agent, c'est Scott Boras. Mais deuxièmement, ça va lui donner encore plus de pouvoir pour les Tigers. Parce que le Boras, il va aller voir le patron des Tigers, puis il va lui dire est-ce que tu peux vraiment te priver de Tarik Skubal? Fait que c'est par la force des choses, il vient de se donner excessivement de valeur. Puis une chance que les Tigers, messieurs, se sont qualifiés samedi dernier en série, non pas dimanche. Parce que s'ils n'étaient pas qualifiés dimanche, Tarik Skubal lance le match de dimanche et finalement, écoute, il ne peut pas lancer le match de mardi. Peut-être que les Tigers sont à la maison en ce moment. Donc, l'importance de se qualifier non plus pas au match numéro 162, ça a tout changé. Puis c'est pour ça que les Tigers sont allés avec un alignement amoindri dimanche en se disant si on ne gagne pas la division, on ne gagne pas la division, je m'en fous. Ça me prend Skubal sur le monticule pour le match numéro 1. Ce qui ne sera pas le cas, Sébastien, dans le match de demain, parce que, évidemment, Skubal ne sera pas prêt. Il va lancer le match numéro 2. Et de l'autre côté, chez les Mariners, non, Brian Wu n'est pas là parce qu'il est blessé pour le moment. Il pourrait peut-être lancer un peu plus tard dans la série. Mais on a pas mal plus de ressources parce que chez les Mariners, ce n'est pas une situation de derrière Brian Wu, c'est qui? Non, il y a 4 qui peuvent être le lanceur numéro 1 de cette rotation-là. Chez les Tigers, il n'y a pas 4 gars qui peuvent être le lanceur numéro 1. Si on se questionnait, les Blue Jays, les Yankees, non, ici, il n'y a pas de débat. Si tu ne réponds pas les Mariners, c'est que tu n'as pas regardé le baseball cette année. Non, exactement. On a la main pleine du côté des Mariners. On est tellement solide sur la butte. Oui. Par contre, on parlait des Jays tantôt, il ne faudrait pas échapper le premier match non plus du côté des Mariners parce que ça va être Tarik Skubal dans le deuxième match. C'est sûr qu'on a plus de ressources pour matcher Tarik Skubal dans ce deuxième match-là. On est plus en mesure peut-être de le battre, mais quand même, ça va mettre toute la pression sur les Mariners à ce moment-là. Je pense qu'avec les ressources qu'on a en main, on va être capable d'aller chercher ce premier match-là qui est important pour les Mariners. Ça a toujours été, pas toujours, mais depuis très longtemps, notre grande force à Seattle, la rotation partante. Maintenant, on a ajouté des pièces du côté offensif de la balle à la date limite des transactions. On est vraiment une formation qui est complète. Donc, non seulement les partants vont faire le travail, on s'attend à ce qu'ils fassent à tout de moins, mais on a l'attaque également pour répondre. Puis c'est là que la rotation des Tigers risque d'en arracher à l'exception de Skubal. C'est là que ça va faire mal. Les Mariners vont frapper contre ces lanceurs-là. À l'inverse des Guardians, qui avaient une attaque un petit peu plus restreinte. Là, on manquait de profondeur, on le sait. On joue de la petite balle de très bonne façon, mais on manque de puissance chez les Guardians. Puis ça l'a paru contre les Tigers. Ce n'est pas le cas des Mariners. Pascal, si on y va avec un état des forces chez les joueurs de position des deux équipes, est-ce que tu vois un avantage d'un côté ou de l'autre? Est-ce que tu vois un peu plus de profondeur d'un côté ou de l'autre? Un avantage. Il a frappé 60 circuits cette saison. Moi, j'ai tellement hâte de voir Cal Riley contre Tarik Skubal. Ça va être du bonbon. T'sais, si vous avez un match à écouter, oui, vous allez sûrement écouter la série des Blue Jays contre les Yankees, mais si vous avez un match d'une autre série à écouter, écoutez celui-là, s'il vous plaît. T'sais, vous avez un des meilleurs lanceurs du baseball majeur contre candidat au MVP dans l'américaine. Receveur ambidextre qui a établi record de coups de circuit. Moi, je le vois là, l'avantage. Est-ce que Cal Riley va poursuivre en séries éliminatoires le travail qu'il a fait en saison régulière? Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Le gars, il a été hot toute la saison. Il n'a pas connu de creux, de vague. Il a toujours été sur le dessus de la vague. Il a été inspirant pour son équipe. C'est rare qu'un receveur est aussi dominant en attaque. Là. Moi, j'en connais pas d'autres, en fait, là, qui ont été aussi dominants que lui. Sébastien a un bon point. Tu sais, je fais la comparaison avec les Padres de San Diego qui ont été très actifs
sur le marché des transactions à la toute fin. Ça n'a pas fonctionné, il faut croire. Les Mariners aussi ont été très actifs du côté offensif. Puis je pense que ça va payer. Je pense que ça va payer parce qu'ils n'ont possiblement pas eu cet effet-là au cours des dernières saisons, puis ça leur a coûté plusieurs matchs. Mais cette saison, il n'y a aucune raison que les Mariners ne passent pas au tour suivant parce qu'ils ont un net avantage sur le monticule par rapport aux Tigers, à part Skubal, évidemment. Et même en attaque, je ne pense pas que l'attaque des Tigers soit aussi dominante que celle des Mariners. Sébastien, je suis allé faire un petit tour dans un des textes qui est planifié sur Passion MLB, un texte de prédiction, et je vois pas beaucoup de logos des Tigers dans ton tableau. Hein? J'ai l'impression que tu vas y aller avec les Mariners, toi aussi. Oui, ben, j'ai mis les Mariners à la Série mondiale, donc je vais continuer dans cette veine-là. T'es conséquent. Oui, ben, il faut, là, une fois de temps en temps. C'est ça l'erreur de Pascal, en fait, c'est que tu as mis une équipe qui se battait pour le wildcard. Nous, nous autres, on avait une série d'avance, finalement. C'est juste ça. Écoute, j'ai repensé à mon affaire et j'ai dit non. Ça marche pas mon affaire. Tu sais, c'est l'influence Kate Smith. Hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est ça. Faut pas que tu gages avec ton cœur, faut que tu gages avec ta tête. Voilà. Ou un mix des deux, à tout le monde. Ou un mix des deux. Oui. Mais il n'y en a pas beaucoup qui vont placer les Tigers avec raison. On vient d'énumérer un petit peu les raisons de ce choix-là. Je pense que ça va se terminer en 4 matchs. Puis la seule rencontre qui va aller à l'avantage des Tigers, ça va être celle où Tarik Skubal va être au monticule. On n'a pas les éléments en place. On est en train de construire quelque chose de bien à Détroit, mais on n'est pas rendu là. Il nous manque encore plusieurs pièces du côté des Mariners. Tu as fait la comparaison, Pascal, avec les Padres. Chez les Padres, on n'avait pas nécessairement besoin de relève comme on est allé chercher. Ce n'était pas un besoin qui était criant. C'est vrai. Du côté des Mariners, l'attaque, c'était un besoin criant. On l'a adressé et en plus, on a un Cal Raleigh. Les Tigers n'ont pas ces éléments-là en place maintenant pour pouvoir battre les Mariners dans une série de 5 matchs. J'ai un flash là, pendant qu'on se parle. Sébastien et moi, on a mis les Yankees, là, mais admettons que c'est les Blue Jays, puis que Charles passe pour un génie, que la ronde suivante, c'est les Blue Jays contre les Mariners. Il se passe quoi, les matchs à Seattle? C'est des partisans de l'Ouest canadien qui vont remplir les gradins avec des chemises des Blue Jays, des casquettes des Blue Jays. Ça serait intéressant, hein, somme toute. C'est vrai, déjà qu'ils ont l'avantage du terrain, ils pourraient avoir l'avantage du terrain à l'étranger, ce qui est assez rare. Mais quoique, si je ne me trompe pas, les Blue Jays ont tenté de bloquer ça contre les Yankees. Si tu n'as pas une adresse canadienne, tu ne peux pas acheter de billets. Je comprends que la revente, là, mais est-ce qu'on pourrait faire la même chose du côté des Mariners à ce moment-là? C'est sûr qu'il y a on voit souvent ça, des méthodes comme ça. C'est pas le Lightning de Tampa Bay ou les Panthers de la Floride qui l'avaient fait aussi? Ouais, je pense que ça va être président de la Floride. Ouais. C'est ça, c'est fréquent, mais est-ce qu'on pourrait y aller dans cette veine-là pour essayer au moins de restreindre le nombre de partisans? S'il y a une équipe qui peut vraiment faire ça, c'est les Mariners. Là. Eux autres, d'après moi, le département marketing. Si Pascal y a pensé aujourd'hui, je pense que le département marketing y a pensé ici, là, du côté de Seattle. Donc, Pascal, en combien de matchs on disait pour les Mariners? Moi, ça va être en 5. En 5. Excellent. De mon côté, j'y vais aussi en 4 matchs. Là. J'ai un peu la même mentalité. J'ai l'impression que je ne suis pas assuré que c'est le départ de Tarik Skubal qui va être remporté parce que la relève peut aussi bien flancher, mais je pense que je ne vois pas les Tigers se faire balayer. Puis je vois dans les commentaires Jean-Michel qui nous dit Mariners en 5, Olivier qui nous dit les Mariners en 4 aussi. Donc, je n'ai pas vu beaucoup de Détroit et je ne pense pas en voir beaucoup. Pascal. Les Padres de San Diego se sont construits un club pour essayer de gagner en octobre et finalement, on ne se rend même pas en série de division. Mais je pense qu'Alexander Bogaerts, il aimerait ça que le système ABS soit placé dès 2025. Hein? Il n'était pas content. Hein? Non, je le comprends. Oui. Non, ça n'a pas bien été. Ça n'a pas bien été. Puis on dirait que ça a toujours été au désavantage des Padres là, et de Xander Bogaerts, évidemment. Mais tu ne peux pas nécessairement te fier sur les décisions de l'arbitre pour gagner tes matchs non plus. Là. À un moment donné, il faut que tu t'imposes. Puis moi, j'étais convaincu que les Padres allaient faire un plus grand bout de chemin que ça, honnêtement, de par leurs transactions. Mais comme tu le dis, Sébastien, peut-être qu'ils n'ont pas misé sur les bons chevaux là, à la date limite des transactions. Ça a été, somme toute, quasiment tout à l'avantage des Cubs, cette série-là. Puis, pour ce qui s'en vient,
les Cubs contre les Brewers. Moi, s'il y a une série que je vois en 4, parce que je vois les autres séries en 5, c'est celle-là. À l'avantage des Brewers. Même si les Cubs ont joué du très bon baseball, même si les Cubs ont joué du baseball inspirant contre les Padres, qui, en passant, ne pourront pas affronter les Dodgers en deuxième ronde. Mais je ne vois pas comment les Brewers pourraient l'échapper après la saison qu'ils ont connue. Puis s'ils l'échappent, je ne sais pas comment ils vont l'échapper, justement. Est-ce que c'est au monticule qu'ils vont l'échapper? En attaque, ce n'est pas une équipe. C'est pas une équipe qui va faire tomber le tonnerre et les éclairs à chaque match, offensivement parlant, les Brewers. Mais ils ont tellement de bonnes rotations de partants que c'est là que ça va se jouer. Puis encore là, les Cubs, on parle de points d'interrogation, mais sur la butte, ils ont quand même des points d'interrogation. Ils ont bien paru contre les Padres, mais moi, je vois l'avantage et en attaque et sur la butte aux Brewers. Sébastien, je voulais juste glisser un petit mot là, sur les Padres avant de passer à d'autres choses. Mason Miller, il a été extraordinaire en série. Les tirs à 104 000 à l'heure dans les coins, plus que coins, là. C'est pas juste un peu dans le coin. Non, j'ai peinturé comme si je suis un lanceur des Braves des années 90, là, dans le coin. Qu'est-ce que tu veux faire de plus comme tir que 104 dans le coin? Non, puis il n'y a pas un joueur dans l'histoire de la MLB qui est capable de faire quelque chose avec ça. Là. Babe Ruth n'aurait pas été capable, Aaron Judge n'est pas capable. Un tir à 104 au coin extérieur dans le bas de la zone, je suis désolé, là, mais arrange-toi avec ça, c'est fini. Là. C'est terminé. Il a été dominant, Mason Miller, mais c'est pas là que ça s'est joué. On l'a mentionné tantôt. Il faut frapper. C'est bien beau aller chercher 14 releveurs, 18 closers. Si tu frappes pas, tu ne gagneras pas. Puis si on remonte aux 2 derniers matchs contre les Dodgers l'an dernier où on n'avait pas marqué, là, on n'a pas marqué contre les Cubs. Oui, il y a eu la mauvaise décision de l'officiel dans le dernier match, mais on n'avait encore aucun point en début de 9e manche. Là. Exact. On a eu un circuit en solo de Jackson Merrill et là, il y a eu la mauvaise décision. Mais on n'avait pas marqué. Si tu marques en début de match ou au moins avant la 9e manche, cette décision-là te fait moins mal, puis peut-être que tu gagnes le match, mais on ne frappe pas. Puis il y a des leaders dans ce vestiaire-là qu'on doit pointer du doigt. Les Fernando Tatis, les Manny Machado, c'est eux qui doivent traîner cette équipe-là sur leurs épaules. Ils ne l'ont pas fait. Mais Machado a eu une bonne présence au bâton, ou près, à peu près. Exactement. Puis c'est souvent quand ça compte qu'on ne les voit pas. Je ne dis pas que ça ne comptait pas dans le début de la série contre les Dodgers l'an dernier, mais on était un petit peu plus en confiance, on avait un petit peu moins de pression. Quand c'est le temps de terminer le travail, on n'est plus là. C'est exactement la même chose qui s'est produit cette année. Ça va prendre du changement là, à San Diego si on veut faire quelque chose et profiter de cette fenêtre-là. Puis on ne dépensera pas, fait que ça va être très, très difficile. Oui, on s'entend là-dessus. Sébastien, on a Pascal qui nous a dit que pour lui, bon, autant sur le monticule que les joueurs de position, il donnait avantage à Milwaukee. De ton côté, est-ce que tu as une lecture de la situation qui est similaire? C'est rare, mais je ne suis pas d'accord avec Pascal dans ce cas-ci. Les Brewers font tout, courent bien, jouent très bien défensivement. Sur la butte, ça va bien, mais on a un gros, gros manque de puissance. Puis dans le nouveau baseball, ça prend de la puissance en séries éliminatoires. On le sait, les équipes qui ont plus de longues balles que l'autre équipe, très, très, très souvent, vont sortir du côté gagnant du match. Chez les Brewers, on a beaucoup de difficultés. C'est très rare qu'on se retrouve du côté où on a plus de longues balles dans un match. À un moment ou à un autre, ça prend une longue balle. Puis chez les Brewers, on n'a pas ces effectifs-là pour réaliser ça. On fait tout bien, mais on dirait qu'on n'est pas capable d'aller chercher cette puissance-là. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Les Cubs, on s'était endormi un petit peu en fin de saison. Offensivement, on a vu un certain réveil. Puis je pense que si des gars comme Kyle Tucker en donnent un petit peu plus, on a vu Pete Crow Armstrong dans la série Wildcard. On a cette puissance-là qui pourrait faire la différence. Du côté des gérants, je ne vois pas nécessairement un avantage d'un côté ou de l'autre, mais c'est vraiment offensivement que cette série-là va jouer selon moi. Mais c'est ça que j'allais dire, Sébastien. Mais par contre, les Brewers ont Pat Murphy, mais Pat Murphy ne frappe pas de circuit. Non, exact. Il a bien beau manger des crêpes, il ne frappe pas de circuit. On a vu aussi que Jacob Misiorowski pourrait être utilisé en relève là, pour ceux qui se posaient la question. Donc, ça va être un aspect à surveiller. Pascal, nous avais-tu dit en combien tu voyais les... Moi, c'est en 4.
En 4. C'est la seule série que je vois en 4. C'est vrai, tu l'avais dit tantôt. Oui. Sébastien, de ton côté? Je vais y aller en 5 avec les Cubs. Selon moi, ça va se rendre à la limite, mais c'est vraiment la puissance des oursons qui vont faire la différence. Oui, il y a l'avantage du terrain pour les Brewers, mais je ne pense pas que ça ait un effet vraiment dans cette série-là. On est des rivaux de division, on se connaît très bien, puis j'ai l'impression que les Cubs vont sortir gagnants. J'ai l'impression, moi, que ça va se finir relativement rapidement, cette série-là. Moi, je pense que ça va aller en 4. Je pense que les Cubs vont sortir gagnants. Je pense que ça va être 4 matchs serrés, par exemple. Je ne vois pas de dégelé. Un peu pour les mêmes raisons que Sébastien t'a mentionné. On dirait que j'ai appris un peu aussi de ce qui s'est passé avec les Padres. Ça a l'air drôle à dire, mais dans le sens où les Padres, on se disait, ça fait une couple d'années que c'est dur en série, mais je me disais, ça va être leur année quand même. Puis on voit qu'un club ne peut pas changer à 180 tant que ça. Les Brewers ont un mauvais historique en séries éliminatoires. On se qualifie souvent dans les dernières années. Je pense que c'est 7 fois au cours des 8 dernières saisons, quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a une ronde qui a été gagnée dans tout ça. On a beaucoup de difficultés à passer en série. Sébastien l'a mentionné, il y a un manque de puissance qui devient de plus en plus important dans le baseball d'aujourd'hui. Donc, je pense ultimement que les Cubs vont en sortir gagnants. Mais je m'attends à une bonne série. Je ne m'attends pas à ce que ce soit la série la plus populaire, parce qu'une série qui implique les Brewers de Milwaukee, ça ne fera pas nécessairement courir les foules. Mais je pense qu'on va avoir du bon baseball là, en provenance du Wisconsin et de l'Illinois. J'ai hâte de vous faire mentir, c'est drôle, hein? Vous pourrez me le remettre sur le nez en passant. Et vice-versa, là. Et vice-versa. J'aimerais ça, ça serait le fun que les Brewers gagnent. On a fait des liens par le passé, Pascal, avec les Expos de 94 et tout. J'aimerais ça là, que les Brewers passent en série de championnat. Mais j'ai de la difficulté avec moi. De voir passer les Cubs, ce serait le fun aussi. Oui. C'est une équipe excitante. Là. Oui, puis je pense qu'il y a bien des partisans au Wisconsin qui ont été un peu insultés que Craig Counsell choisisse l'ennemi. Je pense qu'il y a bien des partisans qui le prennent personnel et qui aimeraient vraiment ça que tu aies raison, Pascal. Absolument, absolument. C'est à suivre. Ça va être encore une bonne série, mais on est unanime à risque d'être courte d'un côté ou de l'autre. Oui, exactement. Et finalement, dernière série de laquelle on n'a pas encore parlé, c'est celle qui va opposer les Phillies aux Dodgers, deux énormes marchés du baseball qui vont s'affronter. Clairement, une série qui va faire un peu plus courir les foules que l'autre série dans la nationale. Pascal, les Dodgers, on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'ils aient besoin de jouer les matchs wild-card, mais finalement, ça leur a pas trop fait mal. Hein. Finalement, ça a été 2 petits matchs et puis ils s'en vont. Là. Dans une ère où, dans les 3 dernières années, il y avait beaucoup de balayage, cette année, ça a été la seule équipe qui a balayé. C'était le 4e match en soirée. On se disait, coudonc, on va-tu avoir droit à 4 matchs éliminatoires dans la même journée, ce qui aurait été assez fou. Mais finalement, non. Les Dodgers ont dit, non, tu sais quoi, on est juste trop fort. Ça a été une promenade dans le parc. Puis je pense que les partisans des Mets doivent être frustrés d'avoir vu les Reds à leur place se faire sortir aussi rapidement. Mais je pense que les Mets se seraient fait sortir aussi rapidement aussi. Peut-être même plus. Peut-être qu'ils auraient perdu à un match finalement. Mais on parle beaucoup des jeunes lanceurs qui ont lancé puis que c'est plus dur, mettons à Boston, Early ou quelque chose comme ça. Mais les Mets, ça aurait été ça. Là, ça aurait été le festival de la recrue là, aussi sur le monticule. Ah oui. Oui, puis ça aurait été le festival des coups de circuit de l'autre côté aussi. Là. On a vu ce qu'ils sont capables de faire en attaque. Mais c'est très difficile de répéter au baseball, hein, de gagner 2 séries mondiales de façon consécutive. On se répète, puis je pense que c'est un vieil adage. C'est difficile de gagner 2 séries. Mais je pense que les Dodgers vont peut-être avoir de la difficulté à gagner 2 séries mondiales de façon consécutive. Puis moi, je l'ai écrit, Sébastien, je vois les Phillies dans ma soupe depuis au moins 2 ans. Puis je les vois encore dans ma soupe. Puis je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui est à Philadelphie actuellement, où tu as des vétérans, Schwarber, Hopper. Oui, ils ont perdu Zach Wheeler, qui était leur numéro 1, mais je suis convaincu qu'il y a des lanceurs partants qui vont prendre le relais. Ils ont quand même, c'est pas des pieds de céleri, les autres partants des Phillies. Donc, moi, je vois l'avantage Phillies. Je les vois remporter la série en 5. Possiblement que les gens vont dire comment les Phillies peuvent battre les Dodgers. Ils peuvent battre les Dodgers en jouant exactement le même baseball que les Dodgers, c'est-à-dire être opportuniste au bon moment, sortir la balle au bon moment, puis avoir des bonnes performances de leurs lanceurs partants. Fait que ça risque d'être, puis écoutez-moi pas les partisans des Blue Jays, là, mais ça risque d'être la meilleure série
avec un M majuscule et un S majuscule. Je pense que oui, là, ça risque d'être assez explosif, surtout avec les Phillies qui ont l'avantage du terrain, Sébastien. C'est intimidant aller jouer du côté de Philadelphie. Moi, de la façon dont je vois ça, là, si je suis le gérant des Phillies de Philadelphie, le Canadien Rob Thompson, Sébastien, qu'est-ce que je dis à mes joueurs? L'autre bord, ils n'en ont pas de relève. Ils ont mis des dizaines, des centaines de millions sur leur relève et ils n'en ont pas. J'en veux pas un qui s'élance sur le premier lancer de son apparition au bâton, manger des tirs, frapper des fausses balles. Donnez-moi des apparitions au bâton de 5, 6, 7, 8, 9, 10, le plus possible de tirs possible, parce qu'en quatrième, je veux que Dave Roberts s'y shake, puis qu'il prenne le téléphone, puis qu'il dise « Ah, ça me prend un releveur qui s'échauffe », parce que je veux arriver le plus rapidement possible à cette relève-là. Même si Clayton Kershaw va être en relève, même si Roki Sasaki va être en relève, je m'en fous. Je veux sortir le lanceur partant le plus rapidement possible du match. Moi, c'est sûr que je frappe sur ce clou-là si je suis Rob Thompson. Sébastien, juste avant, je pense pas que Carl Schreiber soit impressionné par Kershaw. Là. Non, ça c'est sûr. Puis c'est sûr et certain que ça va être un des points qui va être à l'ordre du jour chez les Phillies. Si on a une faiblesse chez les Dodgers, c'est dans l'enclos de relève. C'est évident. Tanner Scott n'a pas fait le travail. Blake Treinen, c'est très, très difficile. On va avoir un meilleur enclos de relève qu'en saison régulière. Ça, c'est net. On le sait, on envoie des bons partants en relève. Roki Sasaki, qui a l'air d'être rendu le closer des Dodgers maintenant, quand même, il est capable de faire le travail. Mais il faut quand même se rendre à ces releveurs-là. Si par exemple, on met un Clayton Kershaw en 8e, un Roki Sasaki en 9e, il faut quand même que Tanner Scott fasse le travail en 7e, que Treinen, à un moment ou à un autre, fasse le travail aussi. C'est vraiment là que le bas blesse chez les Dodgers. Par contre, si on regarde la rotation partante, avec la perte de Zach Wheeler du côté des Phillies, on est très, très solide au point qu'on envoie des partants dans l'enclos de relève chez les Dodgers. Cette série-là va jouer à ce niveau-là. Là. Jusqu'où dans le match les partants des Dodgers vont se rendre et à quel moment l'enclos de relève va embarquer sur le terrain. Les frappeurs des Phillies, soit qu'ils doivent, s'ils veulent être impatients, puis frapper les premiers tirs des lanceurs des Dodgers, il va falloir être opportuniste puis que ces balles-là soient en jeu, que ce soit des coups sûrs ou des coups de circuit. Sinon, bien, on reste patient, puis le pitch count va continuer d'augmenter et à un moment ou à un autre, on va se retrouver dans l'enclos de relève. C'est vraiment sur la butte que cette série-là va jouer. Ben, Sébastien, c'est le fameux adage du baseball. Tu as le droit de t'élancer sur un premier lancer, mais tu n'as pas le droit de manquer ton coup. Exactement. Donc, ça va être plus vrai que jamais là, pour les Phillies. Pascal, j'analysais ça puis je me disais, tu sais, autant qu'on parle de la relève là, des Dodgers, puis avec raison, mais s'il y a un club à qui ça a probablement pas fait mal de jouer la série Wildcard, c'est les Dodgers. Parce que, bon, ils ont gardé leur momentum, mais aussi, le fait de finir en 2 matchs, ça fait en sorte que tu peux commencer, au lieu d'avoir Shohei Ohtani qui lance, disons, la journée d'hier, donc il va pouvoir lancer samedi le premier match. Tu es pas mal pris quand Shohei Ohtani, c'est ton premier lanceur. Et par la suite, le fait que tu joues dans la nationale et qu'il y a un congé dimanche, ben, te permet avec 6 jours de repos, même pas 5, de ramener de ramener Blake Snell, pardon. Blake Wheeler, on a changé de sport. J'ai inventé. J'ai vu un commentaire de Jean-Michel qui nous parlait de la perte de Zach Wheeler et ça m'a mélangé. Ça prend pas grand-chose pour me mélanger. Donc, tu as Blake Snell qui va lancer avec 6 jours de repos, match numéro 2. Par la suite, Pascal, tu vas pouvoir ramener Yamamoto pour le match numéro 3 et tu peux avoir Tyler Glasnow pour le match numéro 4. Le match numéro 4 et le match numéro 1, à cause du congé de dimanche, il va avoir un écart de 5 jours. Donc, tu peux dire à Tyler Glasnow, tu sais quoi? C'est Shohei Ohtani qui lance lundi. Ben toi, tu vas lancer en relève puis tu vas lancer après lui. Puis tu vas être correct pour ton départ 5 jours plus tard. Donc, moi, si je suis Dave Roberts, là, je te l'annonce tout de suite. Je demande à Shohei Ohtani, donne-moi-en le plus possible. Mais s'il y a de la difficulté, et mon Dieu, rendu en 5e manche, j'amène Tyler Glasnow puis je me dis, vas-y, donne-moi un départ. Donne-moi un 3, 4, 5 manches. L'avantage des Dodgers peut être à ce niveau-là, la façon dont on a réussi à balayer la série Wildcard, la façon dont le calendrier est arrangé, ça peut permettre au club de se dire on ne sera pas mal pris malgré tout en termes de lanceurs partants si les gars font leur job. Parce que si tu te rends en relève, c'est autre chose, mais si les gars font leur job, théoriquement, on a un chemin vers quelque chose de pas prêt. Tu sais, je t'écoute, là, puis c'est parfait tes arguments, mais de travailler comme un avocat qui essaie d'être plaidé
pour que je change mon fusil d'épaule. Mais Je oui, veux pas tu as que tu changes ton raison. fusil d'épaule. J'ai les Ben non, Phillies, c'était moi, une pour blague. gagner cette série-là. C'est une blague. Mais tu as raison. Tu as tout à fait raison que, tu sais, en quelque part, les Dodgers sont avantagés sur ce point-là. Quand tu envoies Shohei Ohtani sur la butte, peu importe où tu vas l'envoyer vendre du Cracker Jack dans les estrades, il va dominer son sport. Mais, tu sais, c'est toute une question de... Moi, je reviens sur ma fenêtre d'opportunité. Je reviens sur le fait que c'est difficile de gagner 2 séries mondiales supplémentaires. Tu sais, je vais sur des arguments à 3000 pieds d'altitude, mais tu as raison. Je veux dire, sur le monticule, si Dave Roberts utilise bien ses lanceurs, puis il n'a pas le choix. Il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se fier uniquement sur son attaque parce que sur le jeu offensif, les Phillies sont capables, à la limite, d'accoter les Dodgers, coup pour coup, circuit pour circuit. Il risque d'y en avoir des feux d'artifice. Là. Mais n'empêche que Rob Thompson va devoir bien jouer ses cartes également parce que historiquement, les Phillies, ça n'a jamais été reconnu au cours des 10 dernières années comme étant la concession que les meilleurs releveurs sur la planète. Là. Ils ont toujours été en déficit de releveurs aussi, eux. Ils ont toujours essayé de trouver des solutions. Fait que ça va se jouer sur le nombre de manches que les lanceurs partants vont pouvoir donner d'un côté et de l'autre. Ça va se jouer sur qui tu es capable d'envoyer à relève. Est-ce que tu vas te rendre à ton closer? Puis oui, s'ils sont capables d'utiliser Glasnow en relève, comme ils vont utiliser Kershaw en relève, ben encore là, c'est un certain avantage aux Dodgers. Mais tes arguments sont excellents, Charles. Mais comme je te dis, c'est des arguments. Je joue un peu l'avocat du diable parce que dans les faits, moi, je pense que les Phillies vont l'emporter cette série-là parce que tu n'auras pas le choix à un certain point de faire lancer tes releveurs. Puis de l'autre côté, tu as raison que ce n'est pas la formation avec le meilleur enclos de l'histoire. Ceci étant dit, il y a quand même quelques lanceurs qui sont capables de faire le travail et surtout, le meilleur releveur des deux bords, Johan Duran, appartient aux Phillies. Si tu es les ça a été une Dodgers. bonne transaction. Là. Oh, une bonne transaction, tu dis. Si tu es les Dodgers et que tu perds après 8, écoute, il va falloir que tu mettes tes bottes de travail et que tu les attaches comme il faut parce que ce ne sera pas facile de remonter ça. Mais j'imagine Duran affronter le haut de l'alignement des Dodgers. Tout le monde veut voir ça. Puis je le veux à Philadelphie là, avec la musique d'entrée et tout. Je veux pas ça à Los Angeles. Là. On veut un show, là. Oui. Ça va en donner un. Sébastien, écoute, tu peux donner l'avantage aux Dodgers à l'attaque, tu peux le donner aux Phillies. Les deux se défendent. Là, rendu là, c'est deux attaques qui ont le potentiel d'être vraiment, vraiment redoutables. Je veux t'entendre sur ta prédiction dans cette série-là. Il y a Pascal qui nous a dit que c'était les Phillies. Les Phillies, je te repose la même question que tantôt. Est-ce que tu as dit en combien de matchs les Phillies? En 5. Excellent. C'est la question que je vais poser toute la soirée. Sébastien, de ton côté, les Dodgers, les Phillies, qui va l'emporter? Ben moi, je les prends tes arguments, Charles. Ah ouais? Moi, je travaille avec toi, finalement. Oui. Mais ma prédiction était déjà faite, là, tu l'as devant les yeux, mais moi, je vais avec les Dodgers en 5. Oui, c'est vrai que notre enclos il manque beaucoup de profondeur. Mais comme on l'a dit tantôt, on a ajouté des pièces, des partants qui s'en vont dans cet enclos-là. C'est ça qu'il va falloir se rendre en fin de match, mais on est capable de le faire. Je n'ai pas l'impression qu'on va le faire nécessairement plusieurs fois dans cette série-là. Il faut se rappeler qu'on va avoir 2 départs de Shohei Ohtani, que Tyler Glasnow, comme tu l'as dit, risque de lancer en relève peut-être dans le premier match. On a la main pleine du côté du gérant Dave Roberts. Et oui, notre enclos de relève n'est pas très profond, mais du côté des Phillies, on a le meilleur releveur sans aucun doute avec Johan Duran. Mais il faut se rendre là quand même. Il y a des releveurs dans cet enclos-là qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Matt Strahm, il peut te donner 28 points en un tiers de manche ou il peut faire une manche immaculée, il peut retirer les 3 frappeurs sur 9 lancés. On ne sait pas ce que ça donne du côté des Phillies, puis il risque de se frapper des circuits dans cette série-là. Si on joue à ce jeu-là, je pense que les Dodgers ont l'avantage. Moi, j'ai l'impression que les Phillies, notamment en raison de l'enclos, puis je veux pas réduire ça. Je veux pas dire que les Phillies vont gagner parce que les Dodgers vont perdre, mais je pense que les Phillies peuvent gagner parce qu'ils peuvent gagner aussi. Mais cet enclos-là me fait vraiment peur. Puis, les gars, on l'a vu là, dans la série contre les Reds, là, il y avait des avances pas possibles, puis finalement, ça devenait des situations de sauvetage juste parce que les Reds étaient capables d'empiler des points en fin de partie comme ça, parce que l'enclos est en train de céder. Donc, j'ai vraiment beaucoup de... Si les Reds sont capables de le faire.
Oui, exactement. Exactement. D'ailleurs, moi, Pascal, j'ai une théorie. Je pense que Sébastien a dit les Dodgers parce qu'il veut un rematch de la Série mondiale. Ben, moi, c'est exactement ce que j'ai pensé quand il a dit les Dodgers. Il rêve à un rematch, ça, c'est sûr. Ben, j'ai mis les Mariners contre les Dodgers en Série mondiale, mais si les Ouais. T'auras le Yankees temps de devaient se changer rendre d'idée, là. là pour avoir une revanche, c'est sûr et certain que je la prends. Tu vas l'apprendre. Hein? Je Oh pense oui, que Rob n'importe quand. Manfred la prendrait aussi, hein, d'ailleurs. Aussi. Hey, dans un parcours éliminatoire, là, si les Yankees sont capables de pogner les Red Sox, les Blue Jays et les Dodgers, ce serait quelque chose. Il Puis mériterait presque de gagner. Puis t'ajoutes les Mariners, là, tu sais, c'est moins sexy, là, Oui, non, mais je mais parlais en termes de sexy, justement. oui, exactement, mais ce serait tout un parcours éliminatoire. Tu sais, Ah, ben l'an oui. dernier, là, c'était les Royals et Guardians et finalement les Dodgers parce qu'on avait le bail en première ronde. Ce C'est serait moins beaucoup sexy. plus C'est moins difficile. Oui, c'est sexy. moins sexy, puis c'est plus difficile cette année, là. Oui, absolument. Je veux souligner, là, j'en ai parlé brièvement tantôt, mais comme Jean-Michel il dit, là, la perte de Zach Wheeler, moi, je pense pas que c'est un désastre pour les Yankees, je pense que c'est pour les Phillies, je pense que c'est un coup dur pour les Phillies, évidemment, parce que c'est un des il aurait gagné le Cy Young s'il n'avait pas subi sa blessure ou sa maladie là, à quelques semaines de la fin de la saison. Malgré tout, je pense que si tu as Christopher Sanchez qui va être un finaliste aussi au Cy Young, quelle saison pour Sanchez, les boys, qui va lancer le match numéro 1. Tu as Luzardo, tu as Suarez par la suite. Tu sais, Aaron Nola, c'est ça, qui peut donner le meilleur ou le pire cette année. Hey, d'ailleurs, Sébastien, si je t'avais dit en début de saison, là, les Phillies vont se qualifier dans le top 2 de la nationale, puis en fin de saison, Wheeler ne sera pas là, puis Nola va connaître une saison désastreuse. Tu m'aurais dit quoi? Que tu es malade. Mais ça, je te le dis à tous les jours, là, C'est mais ça, c'est ça. mais la perte de Wheeler fait mal dans le sens qu'on aurait eu 2 départs de Wheeler, un peu comme Shohei Ohtani dans cette série-là. Là. 2 départs de Wheeler, c'est pas 2 victoires assurées, mais tu es en contrôle de ta destinée un petit peu plus qu'en ce moment. Par contre, comme tu viens de le dire, on a quand même une très belle rotation. Là. Il va falloir juste mettre ça en pratique sur la butte. Messieurs, je ne veux pas prendre trop de temps pour jaser de sujets qui n'ont pas de lien avec les séries éliminatoires, mais pour moi, il y a une nouvelle qui retient définitivement l'attention. Dans tout ce carrousel de gérants qui ont perdu leur emploi ou qui ont quitté, de rumeurs, etc., Pascal, ça faisait quelques semaines, quelques mois même, on dirait que la rumeur Albert Pujols à Anaheim refusait de mourir. Et là, c'est tombé excessivement concrètement. Selon Ken Rosenthal, Albert Pujols serait le favori de Arte Moreno, qui adore ses vedettes plus que jamais, j'ai envie de te dire, pour prendre le poste de gérant des Angels d'Anaheim. Et même selon une source qui serait proche de Pujols, ce serait sa décision à prendre, à savoir s'il est prêt ou pas. Donc, c'est pas juste qu'il est le favori, c'est écoute, tu as la job entre les mains. Là. Ce serait vraiment spécial de voir Albert Pujols revenir dans le baseball majeur comme ça. Quelques saisons seulement après sa retraite, là, on se souvient tous de sa saison 2022 qui avait été exceptionnelle avec les Cards. Et là, de le revoir potentiellement en 2026 comme gérant dans le baseball majeur à Anaheim, un endroit où il a décidé de signer il y a quelques années, ce serait vraiment, vraiment spécial. Ben, je pense que les dés étaient lancés à savoir si un jour il allait prendre les rênes d'une équipe, soit à Saint-Louis ou à Anaheim. Puis là, on voit que ça se dessine beaucoup plus vers la Californie. Mais en même temps, ça ouvre une autre porte à Saint-Louis si les Cards ont de la difficulté à bien construire là, dans leur mode reconstruction. Pujols, c'est un joueur d'exception. Est-ce qu'il va devenir un gérant d'exception? Parce que oui, il y a une bonne jeune équipe. S'il prend le poste, il risque d'avoir une bonne jeune équipe entre les mains, mais il ne risque pas d'avoir une équipe qui va gagner rapidement parce que il y a beaucoup de choses à construire à Anaheim. Puis quand tu arrives dans une équipe comme ça, avec autant de points d'interrogation, puis en même temps autant de joueurs d'avenir, ben, il faut que tu sois un gérant avec déjà de l'expérience. Pour eux, il n'y a pas tant d'expérience que ça comme gérant. Là. Oui, sur le niveau international, quand même un peu, mais c'est un naturel. C'est un naturel. C'était là au Saint-Louis. Puis moi, j'ai hâte de voir s'il accepte le poste, de voir son début, de voir comment ça va se dessiner, de voir la confiance qu'il va obtenir. De ces joueurs. Tu sais, moi, je me vois dans le vestiaire des Angels, un jeune joueur, puis tu vois rentrer Albert Pujols comme ton gérant. Tu te dis, ouais. Je pense que je vais écouter ses conseils. Je vais écouter ce qu'il a à me dire. Je vais me fier sur ses décisions parce que ce gars-là, il a gagné. Il a contrôlé la game à des moments précis de sa carrière.
Il a frappé des circuits en quantité industrielle. Puis il a surtout été un joueur de puissance et un joueur de moyenne, un bon joueur défensif, puis un bon joueur d'équipe. Tu sais, les outils, il les avait, là. Il les avait, puis moi, je suis content de le voir arriver dans le baseball majeur comme gérant, là. Très peu de temps, comme tu le dis, après la fin de sa carrière. On parle de gérant, messieurs, là, Skip Shoemaker, sans aucune surprise, qui succède à Bruce Bochy sur un contrat de 4 ans avec les Rangers. 4 ans, c'est intéressant. Oui, 4 ans. Et écoute, celle-là, on aurait pu te la prédire il y a 1 an. Au moment où il a été embauché dans l'organisation comme conseiller, j'aurais pu mettre de l'argent pour dire ça va être le gérant en 2026. Puis hier encore, là, les Rangers qui disaient qu'il n'y avait pas de candidat à l'externe, puis c'était écrit dans le ciel. Ça fait longtemps qu'on veut Skip Shoemaker. On a travaillé avec lui dans la dernière année. Je ne suis pas du tout étonné. Moi, j'ai un commentaire par rapport à excuse-moi Sébastien, un gérant qui a perdu sa job, mais Rocco Baldelli, là, on l'a déshabillé, on a vidé son club, puis à la fin, on lui dit bye-bye, t'es parti. Voyons, tu sais, c'est quoi la logique derrière ça, là? Puis Baldelli a amené les Twins en série avec absolument rien. Là. Je suis désolé, là, mais les avec Twins... Avec un sac de chips puis un Pepsi. Là. Exactement. Là, ce gars-là s'est donné corps et âme pour cette formation-là, cette organisation-là. Puis l'année où on lui donne encore moins de munitions, on lui montre la porte de sortie. Puis quand tu dis encore moins de munitions, tu veux dire on a déconstruit le club de façon historique. C'était même pas chic. Là. Non, c'est ça. Ouais. Sébastien, ce que je m'enlignais pour faire avant que tu me coupes, là, pour me donner Excuse-moi. C'est pas grave. Olivier qui nous demande, croyez-vous que si Albert Pujols obtient le poste, et toi, est-ce que tu penses qu'il va réussir à en faire une équipe gagnante? Ou, parce que c'est un moyen mandat quand même, leur remonter les Angels. Là. Mais ça passera pas juste par Pujols. Non. Il va falloir que l'organisation, à commencer par T. Moreno, ait la volonté de gagner. Ça, par moment, on peut le croire parce qu'on a fait certaines acquisitions. On a signé quelques joueurs autonomes, mais ce n'était pas les bons. Puis on ne l'a pas fait de la bonne façon. Au moment où on avait besoin de lanceurs partants, on allait chercher des frappeurs. C'est à ce niveau-là qu'il va falloir faire un travail de reconstruction de la bonne façon. Puis oui, Pujols en fait partie, mais ça ne sera pas la seule pièce du casse-tête. Il y en a tellement d'autres à adresser en plus du poste de gérant pour que cette équipe-là redevienne une formation gagnante. Est-ce qu'on parle d'Anthony Rendon? Je ne l'ai pas nommé, mais... Tu étais sur le point de le faire. Oui, j'ai failli. mais tu sais, Sébastien, tu parles de joueurs comme ça, tu sais, on s'entend qu'ils ont joué tellement longtemps ensemble. Si Pujols prend la job, là, il va aller voir Mike Trout puis il va lui dire « T'es un peu comme mon coach de banc, là, puis donne-moi le pouls du vestiaire. » Puis on s'entend que peu importe ça va être qui le gérant, Trout, c'est le capitaine de ce club-là, puis il va avoir un rôle important. Mais si c'est Pujols, là, ils vont marcher main dans la main comme ça, puis c'est quasiment si Trout ne sera pas dans les meetings d'équipe. Là. Ah oui, exactement. Puis les autres joueurs sont mieux de se tenir tranquilles puis de faire le travail parce que le message va monter en haut. Puis des gars comme Rendon, c'est fini, là. Tu ne peux plus te permettre d'avoir ça dans ton vestiaire. Oui, je l'espère, oui. On ne sait jamais avec les Angels, mais on l'espère. Pascal, on parle de Pujols, il faut glisser un petit mot sur Molina. Parce que tu parlais des postes à Saint-Louis et à Anaheim. Je pense que, écoute, je ne me souviens même plus du nom en fait, mais c'est un des informateurs du baseball majeur qui disait que c'est pas impossible que l'an prochain que Molina ait vraiment un rôle dans le personnel d'entraîneur des Cardinals de Saint-Louis. On l'a vu quelques fois dans le vestiaire ici et là, mais on s'entend que Chaim Bloom, là, il n'est pas fou à temps plein. Là. Lui, il se dit si ça ne fonctionne pas avec Marmol, là, on sait que le prochain, c'est Molina. Puis plus que jamais, si Pujols prend la job là, puis l'autre qui était lié, on vient d'en parler il y a 5 minutes, c'est Shoemaker, qui est un gros nom à Saint-Louis. Et là, il y a un gros contrat blindé avec les Rangers du Texas. Donc, le chemin est définitivement ouvert vers Molina. Là. C'est plus clair que jamais. Le chemin, il est rendu large comme ça. Là. Mais oui, il y a un individu qui peut passer dedans. Puis, le gérant actuel des Cards, c'est pas l'homme de Bloom. C'est pas lui qui l'a nommé là. Non. Fait qu'il peut en faire ce qu'il veut. Un mauvais début de saison des Cards. Les Cards, là, ils sont en reconstruction, entre guillemets. Ouais. Mais ils ont quand même un club dans une division prenable qui peut aspirer. Il peut aspirer au championnat chaque année, les Cards, malgré leur reconstruction. Fait que la marge de manœuvre de Marmol est très, très faible. Là, tu as Pujols qui risque d'aboutir à Anaheim, comme tu le dis, comme vous le dites.
Schumacher est rendu au Texas. Fait qu'il y a un homme qui peut prendre le poste. C'est Molina. Puis j'avais une statistique, Charles, c'est peut-être une belle occasion pour en parler. Dans les baisses d'assistance, c'est à Saint-Louis où on a subi la plus grande baisse cette année, en 2024 et 2025. On parle de au minimum 600 000 personnes de moins. Ça fait du monde à la messe, 600 000 personnes de moins. Oui, les Cards, ils en arrachent depuis une couple de saisons, mais n'empêche que c'est une ville de baseball. Là. On sait que ce n'est pas nécessairement une ville de hockey, mais c'est quand même surprenant, puis en même temps, ça ne l'est pas. Tu sais, ton club ne joue pas à la hauteur du talent escompté. Ben, les spectateurs sont moins au rendez-vous. Oui, assurément. Puis, tu sais, si tu es un partisan Saint-Louis, tu n'as pas eu toutes les raisons du monde d'y aller. Puis surtout quand tu vois que, bon, tu sais, écoute, Sonny Gray de plus en plus ouvert à quitter. Puis Nolan Arenado, ben là, il y a des bonnes chances que ce soit vraiment cette finir par qui soit échangé. Oui, il n'a jamais voulu quitter, mais là, peut-être qu'il a réalisé qu'il n'y avait pas bien le choix. On a toujours le choix dans la vie, mais non, il a peut-être réalisé qu'il n'y avait pas tant de choix de ça. Donc, non, ça va être des drôles d'années qui arrivent, mais si ça peut rassurer les partisans des Cards, on a vu ce que Bloom a fait à Saint-Louis, excusez-moi. On a vu ce qu'il a fait à Boston, puis il a été crucifié quand il est parti. Mais aujourd'hui, on regarde ça, puis on fait hey, lui, c'est tous des joueurs que Bloom c'est un vrai petit Marc Bergevin. avec une bonne emphase sur les espoirs. c'est un Marc Bergevin avec du Simon Snake Boisvert. Messieurs, ça fait le tour des sujets qu'on avait pour ce soir. Je veux dire merci évidemment à tous les auditeurs qui nous ont écoutés en live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube en ce vendredi soir. Vous avez définitivement la fièvre des séries éliminatoires. Et ben merci d'être avec nous avec Passion MLB, autant le podcast que le site web pour nous suivre dans cette aventure-là. Sébastien, on va voir le prochain podcast sera quand. Ça ne veut pas systématiquement dire que ce sera un mercredi, mais on va tenir les gens au courant pour ce qui est de la suite des choses. Même je te dirais, ce serait surprenant que ce soit un mercredi. Mercredi, c'est-tu la journée où il y a 4 matchs? Oui, je pense que on a un congé du côté de la nationale dimanche, donc on revient lundi, on est en congé mardi, donc oui, mercredi, ça risque d'être... donc, on vous l'annonce, le prochain podcast ne sera pas mercredi. Ne sera pas mercredi, exactement. Non, on va suivre l'évolution des séries, on va s'adapter. On ne fera pas un podcast le mercredi alors qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer, mais quand même, on va continuer à se coller sur cette actualité des séries éliminatoires sur passionmlb.com. La série des Jays et des Yankees, la série des Phillies et des Dodgers, mais les 2 autres séries aussi. Pascal, merci beaucoup d'avoir été là aussi avec nous ce soir en direct de ton bureau de sous-ministre à Toronto. J'ai un meeting avec mon chef de cabinet là, dans quelques minutes. C'est toujours un plaisir, les boys, d'être avec vous. Tu t'en vas-tu voir John Schneider après ton meeting? Oui, je vais prendre une bière avec lui. Oui, OK, parfait. Tu vas y expliquer comment gérer son match de demain. Voilà. J'ai dit, si ton lanceur partant il fonctionne, après 2 manches et 2 tiers, c'est bye-bye, va-t'en aux douches, t'en as assez fait. Tu sors ta relève. Oui. Ça, on n'a pas parlé, hein? On va voir comment il va gérer ses lanceurs partants durant cette série-là. Ouais. Ça va être intéressant quand même. Tu sais, Aaron Boone a eu un cadeau. En fait, non, c'est qu'il y a excuse-moi, je me suis trompé. Aaron Boone a fait un cadeau aux Red Sox dans le premier match en enlevant un gars comme Max Fried. Donc, on verra s'il y aura le même cadeau ou s'il le fera. Si ce cadeau existera dans la série de division. Parce que Boone aussi est bien capable de ça, là. Oh, il est capable, tu le sais, hein? T'as déjà chialé là-dessus, toi? Je m'en rappelle pas, je suis pas sûr. Peut-être à un certain moment, là, mais c'est vague dans mon esprit. Sors le 5e amendement, t'es pas obligé de parler de ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, messieurs, donc d'avoir été là. Merci à tout le monde. Écoutez, on vous souhaite une excellente série de division, des excellentes séries de division, et nous, on se dit à la prochaine.